Merci de participer à ce webinaire. Donc l'idée, c'est de partager avec vous certaines choses qui sont dans ce livre, Piloter le raisonnement créatif, dont le sous-titre est Organiser l'innovation avec les ateliers des KCP. Et je remercie par avance Éloi Baudou d'Asso Systèmes qui a bien voulu ajouter à ma séance son témoignage, son expérience des KCP. Et donc Éloi, je te laisserai en dire plus le moment venu. Je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on ait du temps pour la discussion après. Je ne vous promets pas que je tiendrai 20 minutes, mais je vais essayer. Alors, le livre, je ne vais pas en faire l'exégèse ou le commentaire là, c'est juste pour vous dire que c'est conçu comme un guide pratique. C'est structuré en deux parties. Une première partie qui commence par un chapitre un peu théorique sur la théorie CK, les notions d'identité des objets, de régime de conception. Et puis ensuite, toute une déclinaison où chaque chapitre correspond à un moment du raisonnement de conception. La diagonale du fou, aller chercher des connaissances exotiques pour élargir l'espace de conception, etc. Et donc, ensuite, il y a une seconde partie qui réarticule tout ça sur DKCP, qui est la méthodologie qu'on a progressivement élaborée à partir des travaux d'Hatchuel et d'Hatchuel-Éveil en théorie CK. Et puis, il y a un chapitre sur format et couplage, parce qu'évidemment, il y a plein de formats possibles d'ateliers DKCP, depuis une journée jusqu'à 6 mois à temps partiel, en passant par des couplages avec d'autres méthodes, des méthodes d'accompagnement des transformations, des cafés numériques façon Orange, des méthodes de coaching où on répare des collectifs abîmés avant d'embrayer sur du DKCP pour capter l'énergie et que tout le monde en ressorte grandi et avec des idées innovantes, etc. Peut-être pour commencer, ça vient d'où DKCP? Je ne vais pas vous raconter la petite histoire de tout ça, mais quand même, il s'agit de concevoir et pas seulement de décider. Donc il y a un paradigme de la décision qui a été élargi à la conception, et si vous reprenez la boucle canonique de Simon, c'est plus seulement la question de choisir et d'évaluer, c'est la question de concevoir des solutions. Il y a un certain nombre de situations dans lesquelles le problème n'est pas de décider, mais d'avoir des options parmi lesquelles décider. Je ne dis pas que la décision ensuite est facile. Et puis évidemment, on ne peut pas concevoir sans avoir une compréhension suffisante des choses. Et tout ça, ça boucle. Donc il y a un premier élément qui est sur l'idée qu'on est dans un paradigme de la conception et pas seulement de la décision. Le deuxième élément, c'est qu'il s'agit de concevoir dans l'inconnu, pas seulement dans le connu. Il y a plein d'activités de conception qui font de la conception dans le connu ou le quasi-connu. Là, le problème, c'est que, pour reprendre une expression d'Armand Hatchuel, innover, c'est fabriquer de l'inconnu avec du connu. Et si c'est ça, par quel mystère du raisonnement est-ce qu'on arrive à combiner du connu pour créer de l'inconnu? Ça devient un peu ça la question. Et vous allez voir que je vais en fait vous donner des petits exemples, on va parler de choses assez concrètes, mais si on veut faire ça, il faut aller tracer le raisonnement créatif dans son détail. Et c'est ça que fait le bouquin, entre autres. Tous les chapitres sur les briques du raisonnement vont dans le détail de quel raisonnement on tient à ce moment-là, y compris quelquefois à la première personne en disant j'ai pensé ci, et puis ça, et puis ça. Raison dans l'inconnu, il y a une théorie qui est bien utile pour ça, c'est la théorie CK, travaux d'Hatchuel puis d'Hatchuel-Éveil, 1999, 2003, et puis plein d'autres publications derrière. Une axiomatique formelle du raisonnement de conception. CK n'est pas une méthode, c'est une théorie, c'est même une axiomatique formelle, donc ça pose un certain nombre d'hypothèses, ça fournit une infrastructure à l'intérieur de laquelle on peut prendre en compte des expansions en concept et en connaissance. Ce que dit CK en gros, c'est que plus on innove et plus il y a d'expansions en concept et en connaissance. Ça permet de cartographier les raisonnements de conception, et puis ça permet de repérer les moments du raisonnement qui ont un potentiel d'innovation. Et si on les repère, ces moments-là, ça s'appelle la partition expansive. Et si on se demande si on pourrait mettre en place des ateliers de type de ce qui viendra des KCP pour favoriser l'émergence de ces partitions expansives, alors on rend le groupe mieux capable d'innover. Je ne vais pas vous faire le cours sur ces cas, je n'ai pas le temps là, dans le petit temps qu'on a, mais évidemment, s'il y a des questions, on y reviendra. Je vais vous donner un exemple tout de suite, en fait. Supposons que vous soyez une grande entreprise de restauration et de logistique alimentaire. Je ne cite pas de nom, mais vous voyez ce que ça peut être. Et ça m'est arrivé dans un atelier, on m'avait demandé de challenger la direction générale, un petit atelier d'une demi-journée. Et du coup, je les ai un petit peu provoqués en leur montrant cette photo qui n'a rien à voir avec leur activité. C'est un mur de téléprésence et de chaque côté du mur de téléprésence, vous avez des gens qui sont du coup en réunion ensemble.
C'est des systèmes assez anciens déjà, hein, qu'utilisaient Orange et d'autres pour avoir une image de haute définition. Et donc, on se croyait vraiment en réunion ensemble. Donc, les gens que vous voyez devant, ils sont dans l'espace physique où est prise la photo. Et les gens qui sont sur les écrans, ils sont derrière le mur de téléprésence, derrière des caméras HD. Et je dis à ces dirigeants, qu'est-ce que ça vous donnerait comme idée de service innovant pour votre entreprise? Alors évidemment, ils pensent tout de suite à organiser ce type de réunion dans l'entreprise, hein, qui est une entreprise mondiale. On dit, ah bah tiens, on pourrait faire ça, ok, mais ça, c'est pas des services de restauration et de logistique alimentaire. Et donc, je vous le fais court parce qu'on n'a pas le temps de vous laisser deviner, mais supposons que, regardant cette photo, on dise, ok, il est midi, c'est l'heure de déjeuner, est-ce que vous êtes capable de servir les deux côtés de la table en même temps? C'est l'idée à 1 ou à 1 million d'euros, hein, ça. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée, on pourrait le faire, on pourrait pas le faire. Donc, vous voyez que là, il y a deux choses qui se mettent en branle dans nos esprits. C'est d'une part, quelle est la valeur de l'idée, pour autant qu'on puisse l'établir là. Et d'autre part, si on va par là, qu'est-ce qu'on est obligé de revisiter dans nos compétences et nos expertises, pour savoir si on serait capable de le faire. Qu'est-ce que ça suppose de savoir faire si on veut savoir faire ça? Maintenant, il faut aller plus loin. De quel genre de service est-ce qu'on parle là? Quel concept générique se cache derrière l'idée? Alors là encore, si on avait du temps, je vous laisserai deviner et vous trouveriez. Alors deviner est une mauvaise expression parce qu'il y a toujours plusieurs solutions, d'accord? On n'a pas juste ou faux. Mais par exemple, on pourrait dire qu'on peut parler de service simultané. Ah, pas mal, service simultané. Service simultané, on sert les deux côtés de la table en même temps, mais du coup, ça vous donne automatiquement l'idée qu'on pourrait imaginer d'autres services simultanés, d'accord? Quand le cerveau réalise qu'un genre de choses existe, il devient automatiquement capable de générer d'autres choses du même genre, pour le coup. Bon, une fois qu'on a dit ça, on peut continuer quand même encore un peu. Service simultané, est-ce que c'est des services parallèles? Servir les deux côtés de la table en même temps? Est-ce que c'est des services de transfert instantané? Ravitailler en vol? Est-ce que c'est des services de substitution immédiate? Remplacer au pied levé? Est-ce que c'est autre chose? D'accord? En 5 minutes, on a ouvert des espaces d'exploration potentiellement incroyables, potentiellement aussi pas incroyables, on n'en sait rien à la base, mais service simultané quand même, je peux vous dire que ça fait réfléchir des gens de ce genre d'entreprise. Et au passage, évidemment, ils peuvent relire à l'aune de ce concept-là l'intégralité des services qu'ils ont déjà inventés depuis le début sous l'angle de leur simultanéité ou non. Il y a autre chose qu'il faut avoir en tête, enfin, pour ce premier moment, c'est qu'il y a des régimes de conception différents. Il y a un régime de conception réglé et un régime de conception innovante. Si on les contraste, à gauche, vous avez le régime de conception réglé. Vous êtes une entreprise, on vous demande un nouveau produit un petit peu différent du précédent. Mettons, vous êtes Sécurité Saint-Gobain et puis on vous demande un pare-brise juste un peu plus bombé, un peu plus large. Bon, bon, vous faites un peu de R&D, un peu de chimie, un peu de physique, un peu de... Et puis vous concevez votre pare-brise, d'accord? C'est des situations dans lesquelles on a les équations de l'objet, en quelque sorte. Hein. C'est pas vous qui avez vraiment... On n'a pas besoin d'être l'inventeur du pare-brise, forcément. En tout cas, on sait le faire et on sait l'améliorer. Et du coup, il y a assez peu d'options nouvelles qui sont explorées et il y a assez peu de connaissances nouvelles qui sont générées si vous regardez à gauche. À droite, c'est à peu près le contraire. C'est beaucoup plus ouvert. C'est ce qu'on appelle le régime de conception innovante. Vous avez plein d'options qui sont explorées et plein de connaissances nouvelles qui sont générées. Et du coup, en termes de pilotage, bah, ce n'est pas la même chose. À gauche, vous pouvez piloter de façon classique en coût, qualité, délai. Et puis à droite, vous êtes obligé de piloter autrement. Variété, valeur, originalité, robustesse à être transformé en projet. Et encore, on dit valeur, on devrait dire plus clairement potentiel de valeur. Est-ce que cette idée a du potentiel? Et je vais vous montrer un exemple tout de suite que j'ai repris dans les travaux de mes collègues des mines, qui va vous parler un petit peu de pare-brise. Le pare-brise, c'est un objet, c'est tellement courant qu'on a même oublié que c'est un pare-brise pour parer la brise, d'accord? Et un jour, dans les années 90, Renault demande à Sécurité un pare-brise thermique. Et Sécurité dit, vous êtes sûr? Bah, pour faire ça, il faut savoir déposer des couches ultraminces sur du verre. C'est compliqué, on ne sait pas faire, il faut 2 ans de R&D. Bon, puis finalement, ils trouvent une solution en 6 mois. L'histoire en elle-même est intéressante, mais c'est pas là que je veux en venir. Donc, retenez qu'ils ont trouvé une solution rapidement. En fait, en posant des couches ultraminces sur du plexiglas et en intégrant le plexiglas entre 2 feuilles de verre. Mais l'important pour mon propos aujourd'hui, c'est que athermique, en réalité, est un nouveau genre de propriété. Ça ouvre une branche dans l'espace des concepts. À partir de là, il y a des pare-brises athermiques et des pare-brises non athermiques. OK.
Une fois qu'on a dit ça, on réalise que athermique est une propriété d'un nouveau genre, c'est-à-dire non seulement cette propriété n'avait jamais été associée à pare-brise, mais ce genre de propriété non plus. On sent bien que c'est une propriété qui n'est pas pareille par Mm. rapport aux propriétés d'un cahier des charges habituel d'un pare-brise. Et une fois qu'on a réalisé ça, notre cerveau, il est capable d'imaginer d'autres propriétés du même genre, et cerise sur le gâteau, quand bien même on n'est pas capable de qualifier le genre dont il s'agit. Je ne sais pas si les IA génératives savent faire ça, mais nous, on sait. Si vous faites ça, autre pare-brise du même genre, eh ben vous pouvez imaginer des pare-brises athermiques, ça c'est fait, électrochrome, hydrophobe, panoramique, réducteur de bruit, et tout un tas de propriétés qui ne sont pas les mêmes les unes des autres, mais qui sont du même genre que athermique. Ok. Voilà, donc dans le livre, il y a plein d'exemples comme ça, où on va jusqu'à un niveau assez détaillé du Mm. raisonnement de conception, du raisonnement de créativité, pour montrer, c'est des sciences cognitives très très concrètes, très très appliquées, nos possibilités, nous, de mise en relation et d'exploration conjointe et rapide d'un espace des concepts et d'un espace des connaissances. Du coup, ça veut dire que vous partez d'un pare-brise, que vous réalisez qu'il y a toute une variété de nouveaux pare-brises autour de propriétés d'un nouveau genre, et qu'un jour, épilogue, le patron débarque et dit, on fait plus des pare-brises, on fait des membranes isolantes communicantes. OK. Au contexte du pare-brise, ça paraît un peu perché, mais si vous avez pare-brise en tête, ça vous permet, un, de relire l'intégralité de vos pare-brises comme des potentielles membranes isolantes communicantes, avec l'oxymore isolant communicant, et puis ça vous permet aussi, évidemment, en redescendant, de dire, bah, isolant communicant, allons-y. Alors si c'est communicant, ah bah tiens, est-ce que c'est de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur? Si c'est de l'extérieur vers l'intérieur, est-ce que c'est de l'info qui arrive au conducteur, à la voiture, aux passagers? Est-ce que ça vient de l'environnement? Est-ce que ça vient du resto du village suivant qui sait qu'on vient de conduire 2 heures et que si on s'arrêtait, ce serait bien et qui fait 15% sur le menu? Bref, en 2 minutes, là, en s'y mettant au 34 qu'on est, on aurait des centaines d'idées possibles. D'accord? Donc il y a un pouvoir régénératif, comme on dit aujourd'hui, revisitant à la fois des bases de connaissances et des bases conceptuelles qui nous permettent de déterminer l'univers à l'intérieur duquel on est capable de réfléchir. Bon, alors nous, à partir des travaux d'Actuel, Éveil et Le Maçon sur ces cas, on s'est dit, moi je ne suis pas pour grand-chose dans ces cas, même si j'avais pas mal discuté avec Armand Actuel à l'époque, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme atelier pratique? Et on a commencé avec des institutions partenaires et entreprises. Et je vous cite un exemple qui a été marquant. En 2007, on en avait fait d'autres avant, avec la RATP notamment, mais en 2007, on organise des ateliers pour Thales Avionics sur le cockpit civil du futur, avec 25 ingénieurs et managers de Thales. On a fait ça quelques jours par mois pendant 6 mois. Et ils avaient un gros enjeu parce qu'il y avait l'appel à proposition, l'appel d'offres sur l'Airbus A350. Et il se trouve qu'ils ont gagné l'appel d'offres sur l'Airbus A350 avec ce qui est sorti de l'atelier. Et qu'est-ce qui est sorti de l'atelier? Je peux vous dire ce qui est paru dans la presse, hein, le reste est confidentiel. Ça, c'est le cockpit classique de l'A320. OK. Et on a bossé sur des concepts du style le système d'affichage innovant à écran unique, le cockpit asymétrique. Très choquant le cockpit asymétrique, hein. D'accord? C'est symétrique un cockpit. Redondance Mm. absolue des commandes et des Mm. fonctions. Mm. Le design and demo cockpit, ça ils l'ont fait. Le 1 et le 3 ils l'ont fait. Le cockpit Wahoo, ils l'ont un peu fait. Et Thales Inside. Le cockpit Wahoo, c'est rigolo, c'est un pilote de ligne qui nous dit dans un moment de débrief des ateliers, moi je rêve, mon cockpit rêvé, c'est je monte dans le cockpit, je soulève mes rayban et je dis waouh. Ok. Thales Inside, c'était autre chose, c'était je rêve de lire dans le journal que Air France a choisi Thales pour le cockpit et dira plus tard si ce sera sur un Boeing ou sur un Airbus. Vous en rendez compte ou pas, mais c'est une inversion totale du business Mm. model Mm. Mm. du secteur. Ok. Voilà le cockpit de l'Airbus A350. Le gros effet de fixation qu'ils avaient sur l'écran, c'est qu'ils confondaient écran unique et affichage unique. Autrement dit, pour des raisons de sécurité, il fallait que les différentes données proviennent de sources distinctes et soient projetées sur des écrans distincts. Or, ça n'empêchait pas en réalité d'avoir une surface d'affichage unique avec des origines de projection de données variées et évidemment de bosser la sécurité de l'écran pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça permet des reconfigurations, ça permet de la centralisation de l'affichage en cas de problème, etc. Et le design and demo cockpit, le démo cockpit ils avaient, mais le design and demo, c'est-à-dire un cockpit où le client peut venir finir de co-concevoir son cockpit avec Thales, ça, ça, il n'y avait pas. Donc ça s'est su dans l'industrie. Et du coup, on a fait des ateliers après avec pas mal de monde, avec la RATP, on a continué
avec Safran, la SNCF, Merck Millipore, mais des domaines aussi sociaux, l'Union sociale pour l'habitat, sur la relation innovante aux demandeurs de logement, Naval Group, l'ANR, euh, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, je vous le raconterai celui-là en conclusion. Petite remarque euh, sur la marche à la RATP, je crois que tu avais participé, Mathias, à la marche. C'est étonnant parce que si on prend le métro, c'est pour pas marcher, mais c'est fou ce qu'on marche quand on prend le métro, d'accord? Donc rien que de penser à ça comme un champ d'innovation possible, c'est déjà un pas créatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, je vais un peu vite, mais je mentionne au passage qu'on a développé donc tous ces ateliers avec des partenaires entreprises sous des formats divers. Et puis, on en est à plus de 65 missions de conception innovante de mes étudiants du master MTI, qui est un master Dauphine Mines CEA. Et donc, depuis 2014, on a professionnalisé les choses et la manière de former les gens à un point tel que dans les ateliers participatifs en entreprise, les participants font beaucoup de choses eux-mêmes, hein, sous notre coaching. Et puis les étudiants, ils bossent en mode task force, hein, euh, aussi pour des missions qui font partie du programme, hein. Donc c'est vertueux à tout point de vue, cette affaire-là. Bon, synoptique de la méthode, je ne vais pas détailler tout ça. Il y a 4 phases. D pour définition, K pour knowledge, C pour concept, P pour proposition innovante. C'est assez processé à l'expérience, mais à l'intérieur de chaque étape, évidemment, il y a une grande liberté d'inspiration et de créativité. La phase D, elle sert à définir le champ d'innovation, euh, et puis à repérer quelles sont les connaissances cœur et les connaissances exotiques. Les connaissances cœur de métier, c'est vraiment les connaissances disponibles, en vigueur, utilisées habituellement. Les connaissances exotiques, elles peuvent l'être plus ou moins. C'est des connaissances qui sont loin du cœur de métier, mais qu'on a de bonnes raisons de penser inspirantes. Par exemple, avec Safran, on avait invité sur l'atelier sur l'énergie une collègue biologiste qui avait modélisé la dépense d'énergie des coureurs de 100 mètres, euh, genre Usain Bolt. Et du coup, c'était intéressant parce qu'elle montrait qu'il y avait 4 énergies différentes correspondant aux 4 paliers de la course: impulsion, accélération, plateau et finish. Et que l'entraînement, les régimes alimentaires, tout ça était spécifiquement conçu aussi pour ces moments-là, en fonction des capacités de chaque athlète sur chacun de ces moments. Et du coup, ça avait inspiré les ingénieurs de Safran parce qu'un avion, c'est aussi des phases de vol. Et du coup, on avait pu déconstruire la notion de phase de vol grâce à une inspiration de phasage plus complexe et plus sophistiqué, plus optimisé que ce qu'on faisait dans un avion par rapport à une énergie unique et à une façon unique de la dépenser, ou à peu de choses près. Et je pourrais multiplier les exemples. Euh, une fois qu'on a fait ça, on mutualise toute cette connaissance de certaine façon, et les choses importantes dans ce qu'on entend et les idées qu'on a en écoutant tout ça se retrouvent sur des post-it qui sont affichés au mur de certaine façon. Euh, et ensuite, on infère des concepts projecteurs. Je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais je donnerai un exemple s'il y a des questions ou si j'ai le temps. Et puis, une fois qu'on a approfondi les concepts, on transforme ça en propositions innovantes. Donc, c'est assez précis. Il y a des livrables de fin de phase, des discussions, etc. Donc, s'il y a des questions, je pourrais détailler un peu plus. J'ai préféré vous montrer des petits moments sur des exemples que de commenter trop en détail cette, euh, cette planche-là, et de toute façon, peut-être que vous aurez envie de lire le livre. Je vous donne un exemple un peu barré, en fait. Euh, on a monté avec quelques complices un atelier de créativité scientifique dans le champ médical avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière sur les causes et mécanismes de la maladie de Charcot. Euh, bon, je vous passe le temps qu'il a fallu pour arriver à constituer cet atelier, mais il faut imaginer un atelier d'une demi-journée, c'était un format hyper court, avec 5 experts de la maladie, 4 chercheurs en biologie non directement spécialistes de la maladie, et 3 experts en sciences sociales, une sociologue, un consultant en innovation qui bosse avec nous depuis très longtemps, et puis votre serviteur. Ce qu'il faut que vous remarquiez à ce stade, c'est que c'est un peu inhabituel, on a des expertises concentriques, et non pas des expertises mises les unes à côté des autres. Okay, c'est super important. La SLA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie dégénérative pour laquelle il n'y a pas encore de traitement connu, et pour lequel d'ailleurs on ne sait pas encore complètement comment ça marche et comment c'est déclenché. Euh, Résultat intéressant, quantitativement. À la fin de la demi-journée, on avait 150 propositions. Pas 150 idées innovantes, 150 propositions pour faire de la recherche un peu différemment de d'habitude. Et à peu près autant de propositions entre les experts
cœur de métier, les experts biologistes et les experts sciences sociales. Donc ça veut dire que les candidats peuvent poser de bonnes questions, parce qu'en réalité, ils ont une forme d'expertise en exploration de l'inconnu. Il y a des conditions, hein, on pourrait passer 1 heure rien que sur cette question-là. Deuxièmement, plus vous allez loin du centre et plus il y a de propositions originales. C'est logique, hein, c'est un résultat connu dans la littérature académique en créativité, mais on s'est vérifié ici. 21 sur 54 pour les experts de la maladie, 27 sur 45 pour les experts en deuxième cercle, et 39 sur 45 pour les experts sciences sociales. Donc plus on est loin du cœur du métier, plus les idées s'éloignent facilement du dominant design. Et puis, on a remarqué aussi qu'il y a des propositions qu'on trouvait dans les 3 ou dans 2 des groupes d'experts. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on peut élaborer et partager des inconnus communs, même si on est sur des expertises concentriques de ce genre. Qualitativement, un exemple de proposition typique d'un expert de la maladie, l'hétérogénéité de la maladie n'est pas prise en compte, on devrait identifier des sous-classes de la SLA. Proposition typique d'expert 2, je pensais que j'avais remis ça en français. On devrait penser en termes de propagation d'erreurs génétiques dans un tissu donné. Proposition typique d'expert 3, et si le cerveau était actif plutôt que passif, et s'il était trompé et détruisait ses motoneurones en pensant prendre une bonne décision. Okay. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais voilà 3 propositions typiques de chaque catégorie d'experts. Alors ça donne quoi si je refais un peu de CK là-dessus? À gauche, vous avez la base CK habituelle des experts de la maladie, avec leur ontologie à gauche, et puis les connaissances expertes. Et vous balancez là-dedans le cerveau actif. Il va se produire ce qu'Hatchell appelle, avec les travaux de Cohen, du forcing, c'est-à-dire que ce cerveau actif va forcer le CK existant à bouger. Notamment, ça va créer une nouvelle branche, faire de la recherche sur la SLA, c'est la partie à droite, en considérant le cerveau comme un système actif ou en considérant le cerveau comme un système passif. Si on reste sur le système actif, soit il est actif en tuant ses propres motoneurones, soit il est actif en empêchant la destruction des motoneurones. Et s'il tue ses propres motoneurones, soit il y a un truc qui ne va pas, soit il pense prendre une bonne décision, ce qui revient à dire qu'il y a un truc qui ne va pas, sauf que lui, il pense que tout va bien, hein, dans ce cas-là. Ok. Une fois qu'on en est là, c'est pas mal, c'est une ouverture intéressante. Les experts nous ont dit, ok, pourquoi pas considérer cette hypothèse, mais allons un cran plus loin. Bon, d'abord, vous remarquez qu'il y a une nouvelle branche dans C et des nouvelles connaissances qui sont produites, ça d'accord. Mais maintenant, supposons que on ouvre l'autre branche, c'est-à-dire non pas en pensant prendre une bonne décision, qui était ici, si vous voyez ma petite flèche sur l'écran, mais ici à cause d'un dysfonctionnement interne. Okay. Donc, faire en bas un arbre en C, hein, faire de la recherche sur la SLA en considérant le cerveau comme actif parce qu'il tue ses propres motoneurones à cause d'un dysfonctionnement interne. Ce dysfonctionnement, il peut être au sein du cerveau ou à l'extérieur du cerveau. Je vous fais remarquer que cette dichotomie-là, comme les autres, peuvent être produites aussi bien par un candide que par un expert. Elles sont même plus facilement produites par un candide parce que lui, il n'est pas fixé de la même façon. D'accord. Donc là, c'est nous, les experts 3, qui avons dit, finalement, le dysfonctionnement, il peut être au sein du cerveau ou il peut être à l'extérieur. Les experts, ils vont foncer tout de suite vers des vocabulaires un peu différents, du style présence d'une protéine TDP43 qui se propage ou etc. Ils vont tout de suite être dans un vocabulaire très spécialisé et du coup, avec le détail d'ontologie qui va avec. Bon, ok, allons-y. Si c'est à l'extérieur du cerveau, soit la personne a absorbé un truc extérieur, soit il y a quelque chose qui s'est réveillé et qui dormait dans le corps de la personne, soit les deux. Ah. Et bien là, on peut basculer en phase P. Ça peut être une toxine, ça peut être un rétrovirus présent dans le génome, ou ça peut être une toxine capable d'activer un rétrovirus présent dans le génome. Dans l'atelier lui-même, on n'était pas allé nécessairement aussi loin que ça, sauf qu'il s'est passé des choses depuis. Je vous les raconte en 1 minute en épilogue, et puis j'ai une petite diapo de conclusion, et après je passerai la parole à Éloi Boudou, puis après on ouvrira la discussion. 2 choses. D'abord, il y a une région de France où ils ont constaté un nombre normal de patients atteints de la SLA, plus d'une dizaine, et ils ont mis pas mal d'années à trouver que ça pouvait venir du fait qu'ils avaient tous mangé des fausses morilles. Et les fausses morilles, les champignons, ça peut contenir des toxines, donc il y a une voie par là qui n'a pas intéressé beaucoup de monde au début parce qu'ils préfèrent faire de la recherche avec des idées de SLA familiale, génétique. Et puis par ailleurs, l'idée du rétrovirus, il avait émergé, et c'est là que l'IA elle a servi, c'est que mes collègues de l'Institut du cerveau ont demandé à une IA d'aller lire toute la littérature sur la SLA académique
et de repérer uniquement les articles qui n'avaient jamais été cités. Ça, c'est l'enfer à faire à la main, d'accord? Et l'IA s'en est très bien sortie. Et du coup, ça a confirmé l'intérêt du rétrovirus présent dans le génome. Ça, on a tous des rétrovirus dormants. Et peut-être que cette maladie-là viendrait du réveil d'un certain rétrovirus, alors rare, puisque heureusement, ce n'est pas une maladie trop fréquente. Et conclusion, conceptuellement, il y a un saut majeur, c'est que si on va par là, alors la SLA n'est pas une maladie des motoneurones, mais une maladie de l'énergie cellulaire. Donc vous avez un énorme saut conceptuel qui va pouvoir rééclairer un tas de choses, y compris d'autres maladies qu'on pourrait considérer comme relevant de problèmes d'énergie cellulaire. Okay, donc vous voyez comment le fait de céder d'une façon vocabulaire CK, arborescence, etc., ce que DKCP amplifie de façon systématique, là c'était une matinée, d'accord? Donc on était un peu limité en temps. Mais voyez ce que ça peut donner comme support, y compris de communication des résultats. C'est-à-dire que là, c'est plus seulement la bonne idée à laquelle on croit ou pas, c'est que l'idée, elle est intégrée dans un schéma conceptuel rigoureux, ancré, situé, qui se justifie empiriquement et scientifiquement. Ok, je termine par le fait que DKCP, ce n'est pas qu'une expérience cognitive, c'est aussi une expérience de management et une expérience de stratégie. Je vais prendre simplement pour conclure quelques verbatims qui sont des témoignages de gens quand on fait le petit débrief, le petit tour d'expérience après les ateliers. Je ne savais pas que je pouvais raisonner comme ça. Ça se passe de commentaires. Il y a un côté, il suffit d'essayer pour y arriver. Les gens me disent comment, mais inférer un concept projecteur à partir d'un ensemble cohérent de connaissances sous forme de post-it, je ne sais pas faire ça. Il suffit d'essayer pour y arriver. La plupart des gens y arrivent. D'accord ? Managérial, je ne savais pas que je pouvais travailler comme ça avec mes collègues. Waouh, intéressant. Vous additionnez les deux, ça vous donne l'entreprise libérée en quelque sorte. Hein. D'accord ? Les deux. En tant qu'expert, j'étais sceptique, mais je me suis éclaté. C'est un actuaire d'une compagnie d'assurance qui a dit ça, vous voyez ? Pour le coup, les actuaires, en réputation, c'est comme les comptables, et c'est pas des rigolos. Ils vont pas faire de la créativité gratuitement. Et ben lui, il était emballé parce qu'il a vu que son expertise allait servir, en fait. Il n'était pas menacé du tout, mais on en reparlera avec Éloi dans quelques minutes. Stratégique et cognitive, on fait plus jamais de la veille comme avant. Les gens de Thales, ils nous ont dit, c'est top les gars, on a gagné l'appel d'offres sur l'Airbus A350, mais il y a un truc qui est encore plus important, c'est qu'on ne fait plus jamais de la veille comme avant, donc on a changé nos lunettes. Et la veille, c'est stratégique. Et c'est cognitif. C'est des lunettes pour faire quelque chose. Et enfin, les trois, à présent, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour alimenter mon plan stratégique à 5 ans. On a eu des entreprises qui ont demandé des ateliers pour nourrir un plan stratégique. Alors on sait que l'identité des produits est liée à innovation et liée à stratégie, mais là c'est une démonstration intéressante. Voilà, j'aurais 10 000 autres trucs à vous raconter. J'avais fait des petits trucs en plus ici, mais je vais passer la parole à Éloi parce que ce serait redondant de toute façon. Merci pour votre attention jusque-là. Et Éloi, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner. Et donc, je te laisse te présenter. C'est marqué sur la diapo. J'espère que je ne me suis pas trompé en reprenant tes titres sur LinkedIn. Mais voilà, c'est à toi pour ton témoignage d'expérience des KCP. Je crois plutôt quand tu étais chez Renault. Hein. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Albert. Et merci pour cette introduction et puis pour nous avoir commencé à nous ouvrir en sensibilité à ce qu'apporte l'approche CK et en particulier l'approche des KCP. Pour me présenter, donc, à la base, je suis ingénieur et designer, dans le sens où j'ai eu besoin d'aller au contact d'une approche plus centrée sur l'humain. Et par choix de cœur, je suis rentré dans la conception automobile parce que c'était ce que je voulais faire depuis très longtemps. J'ai commencé par la recherche. Et il se trouve que dans cette équipe, c'était l'équipe qui était pilotée par Dominique Levent. Elle travaillait déjà avec le centre de gestion scientifique, avec l'équipe d'Armand. Et pour moi, ça a été un révélateur. Donc on parle de ça, de quelque chose il y a 25 ans. Ça a été un soulagement parce que ça permettait justement de pouvoir concilier l'approche de l'ingénieur, qui est une approche un peu dure, rationnelle, et l'approche du designer qui va être très à l'aise dans l'espace des concepts. Et puis aussi, ça permet tout de suite de mieux comprendre pourquoi des grandes entreprises permettent un flux d'innovation incrémentale régulier et ont beaucoup plus de mal
à tolérer des innovations de rupture qui remettent en cause leur business model, l'identité des objets. Et donc, la théorie CK permet justement de mieux comprendre, avec conception réglée et conception innovante, et de mieux accepter le comportement des bureaux d'études. Voilà, ça a été quelque chose qui, en cela, je pense, à la fois permet d'accepter, mais aussi permet de se donner les moyens pour pouvoir changer les choses. Brièvement, ensuite, donc 5 ans, j'ai travaillé sur des objets comme ce que tu évoquais, hein, le pare-brise, le pare-brise panoramique. On accompagnait des parcours de projets d'innovation et on essayait d'outiller les pilotes de projets d'innovation. Ensuite, je suis parti 7 ans dans la conception réglée. J'étais chef de produit sur la gamme des Mégane. 7 ans parce que c'est le cycle de vie d'une gamme de véhicules. Et puis après, j'ai eu envie de voir comment ça se passait à la conception d'autres objets chez un constructeur automobile, donc des lignées de véhicules au travers de marques, des services connectés, des services classiques. Et puis, il y a quelques années, Dominique m'a proposé de prendre la succession de ce qu'elle avait construit, à la fois une direction amont, ingénierie, dont l'objectif était de développer les capacités d'innovation du groupe Renault, et puis un réseau d'expertise dont la mission était de s'assurer que Renault était à la pointe de l'expertise sur le sujet de la conception innovante, sur le sujet de ce qu'on appelait Innovation Patterns. Et c'est dans ce cadre-là que Alix a pu faire ses travaux de thèse. Et aujourd'hui, après cette longue période chez Renault, j'ai rejoint Dassault Systèmes dans un espace qui s'appelle un design studio. Alors Dassault Systèmes, c'est des solutions logicielles, mais au-delà des solutions logicielles, en fait, c'est des manières de faire, c'est des manières de travailler, c'est des manières de concevoir. Et au design studio, en fait, on est un espace d'exploration sur des nouvelles manières de concevoir. Alors évidemment, avec l'IA générative, ces manières de faire et de concevoir sont bouleversées. Et on travaille en miroir des besoins des clients de Dassault Systèmes sur l'exploration de qu'est-ce que ça veut dire de repenser le produit, repenser l'expérience et repenser le cycle de vie aussi, parce que le designer de demain sera un designer circulaire, s'il ne l'est déjà aujourd'hui. Alors, un témoignage sur, effectivement, pourquoi est-ce que chez Renault, on a eu ce besoin et on a eu cette nécessité de tester le format DKCP et de le mettre en pratique à l'occasion de 2 chantiers. Nous, on a testé plutôt la formule longue, c'est-à-dire que c'était des DKCP qui prenaient entre 1 an et 1 an et demi. Et on avait choisi d'internaliser la compétence d'animation du DKCP parce que ça nous semblait stratégique pour le développement de Renault. Un petit historique de l'évolution. Je vous ai dit, début des années 2000, il y a eu des travaux entre Renault et l'équipe d'Armand, Benoît, Pascal, pour pouvoir expérimenter déjà la mise en application des principes de la théorie CK et du formalisme CK pour pouvoir outiller des pilotes de projets d'innovation. Une centaine de personnes qui ont été formées chez Renault à ce formalisme. Et le constat qu'on faisait, c'est que c'est un formalisme qui est quand même assez exigeant et sur lequel c'est plus confortable de le faire en petits groupes et plutôt j'allais dire en back-office, c'est-à-dire plutôt, c'est difficile d'emmener un grand collectif sur ce formalisme. Ça, c'est pour le constat. Et en même temps, on a animé des réflexions prospectives en utilisant le formalisme CK en back-office sur des questions prospectives sur lesquelles on avait besoin de rassembler à la fois la direction de la recherche,
la direction du produit, donc qui fait la stratégie de l'entreprise en termes de produits véhicules et en termes de gamme, le design et puis l'ingénierie, en particulier les avant-projets. À peu près dans les années 2010, 2011, 2012, il y a eu des appels à idées, des campagnes qui s'appelaient Pitch and Poke, qui permettaient de se sourcer d'idées venant des quatre coins de l'entreprise, et avec la possibilité pour les meilleurs projets de pouvoir être prototypés avec des approches de design thinking. Ça a été fait avec des boîtes comme le Sysmo Designer, et le fait de pouvoir prototyper ça dans un nouveau type d'entité qui était des sortes de micro-labs. Et il y a eu comme ça 3 campagnes entre 2012 et 2020. Et le constat qui a été fait, c'est que les équipes allaient jusqu'au prototypage de la proposition. Mais après, c'était très difficile de passer sur la deuxième phase, qui est de s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. Et d'ailleurs, il n'y a quasiment pas eu d'exemple de projets qui ont dépassé le POC pour pouvoir s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a eu ce constat il faut probablement qu'on envisage les choses de manière différente. Et là, il y a eu une première direction de l'innovation amont, d'exploration de Renault, qui a développé des labs d'innovation et des labs à plusieurs endroits de l'entreprise de manière organique, adaptés aux écosystèmes et qui se sont développés sur des thématiques différentes ou sur des régions différentes. Donc ça a donné lieu à des choses très intéressantes parce que derrière le lab, c'était notamment, il y a eu le Creative Lab sur lequel il y a eu Mick et Michael qui ont œuvré pour l'émergence de ce lab, qui était le lab du Technocentre, et qui petit à petit a emmené dans son écosystème à la fois des makers, ça s'inscrivait dans la tradition dans la grande vague des Fab Labs, à la fois des makers, mais aussi des experts qui y ont trouvé l'espace pour pouvoir prototyper des idées qui étaient un peu en rupture et qu'ils n'avaient pas l'occasion de pouvoir prototyper dans les grands projets d'innovation qui étaient structurés sur les grandes évolutions technologiques, l'hydrogène, la batterie, etc. Et puis, à partir des années 2022, on s'est dit, en fait, on voyait que dans d'autres entreprises, il y avait donc ce DKCP qui était en train d'être pratiqué, parfois à grande échelle. On avait l'exemple de la SNCF avec Dominique Laous qui a pratiqué ça de manière assez impressionnante. Et on s'est dit, mais en fait, voilà un format qui nous permettrait d'emmener de manière plus structurée les experts dans leur mission d'innovation. Alors, il faut savoir que le réseau d'expertise chez Renault, c'est quelque chose qui est très structuré, avec des experts leaders, des experts, des référents, et ça représente à peu près 500 personnes si on fait l'ensemble des effectifs, très structuré sur 40 domaines d'expertise. Donc, ça va de domaines qui sont très techniques, comme les powertrains, la dynamique véhicule, jusqu'à des sujets qui sont plus soft, comme par exemple la capacité à piloter les projets. Voilà. Et les experts chez Renault, ils ont à la fois une mission d'innovation, puisqu'ils doivent définir les roadmaps technologiques de Renault et s'assurer que ces roadmaps technologiques viennent se concrétiser dans les projets. Ils doivent valider les innovations dans les projets, parce que c'est eux qui, quelque part, sont tenus responsables finalement des écarts au cahier des charges, donc on va dire au dominant design. La dernière mission, c'est une mission de traçabilité, dans le sens de pouvoir répondre aux sollicitations typiquement des organismes type communauté européenne qui vont interroger
chrono sur, par exemple, des accidents. Donc, on va dire de s'assurer de la conformité et de pouvoir prouver que effectivement tous les dispositifs et toutes les règles ont été résolus chez nous. Je vais essayer de conclure en 2 minutes parce que Albert, tu voulais laisser de l'espace pour les questions. Et en fait, on s'est dit, pour pouvoir emmener les experts, on ne va pas pouvoir utiliser des techniques d'appel à idées, des techniques de design thinking. On va le faire avec du DKCP. Et la preuve a été faite que, effectivement, pour pouvoir mobiliser des experts, pour pouvoir mobiliser leur expertise, pour pouvoir les aider à réinterroger leur expertise et à la régénérer, le format DKCP est extrêmement puissant. Donc ça, c'est quelque chose qui est, pour nous, qui a été extrêmement précieux parce que avec les experts, on a des individus pivots qui font qu'on peut passer l'innovation à l'échelle, justement par les 3 missions qu'on a décrites précédemment. Et donc de faire en sorte que les idées qui émergent dans une entreprise puissent être à la fois inscrites dans les roadmaps technologiques et dans les roadmaps d'innovation, et que les experts génèrent ou régénèrent les expertises qui vont permettre d'accompagner ces concepts, ces produits jusqu'au développement. Ce que je peux témoigner, c'est qu'effectivement, c'est utile pour pouvoir animer une réflexion au long terme dans des espaces sur lesquels il y a des inconnus importants. Là où traditionnellement les champs d'expertise en fait, se concentrent sur les cadres connus. Donc là, il y a une spécificité de DKCP pour pouvoir permettre à des experts d'aller sur des espaces inconnus, sur des sujets inconnus. Donc là, principalement, c'était sur 2 sujets. C'était sur le sujet de comment est-ce qu'on passe les sujets de data à l'échelle, comment est-ce qu'on passe du POC à l'échelle. Et le deuxième sujet, c'était comment est-ce qu'on va chercher des solutions non conventionnelles, des pistes non conventionnelles pour pouvoir décarboner la production, l'usage de véhicules. Ça permet de défixer, ça permet de faire des fertilisations croisées dans le sens où il y a, en fait, dans des grandes entreprises comme ça, partout, il y a souvent un projet d'innovation sur le même thème qui mérite d'aller être cherché et pour pouvoir permettre de fertiliser sur un sujet très proche. Donc là, sur le sujet de la data, on a découvert que dans les usines, ils étaient déjà passés à l'échelle et que du coup, dans l'exploitation de la data véhicule, il y avait beaucoup de choses à apprendre dans ce qui avait été déjà fait à l'usine. Et puis, ça permet d'aller, comme tu l'as dit, aller chercher des connaissances exotiques. Voilà, en conclusion, moi, ce que je peux témoigner, c'est du fait que les KCP, ça permet de travailler les muscles profonds en fait, d'une entreprise. Et le sujet, c'est pas tant aller chercher des nouvelles idées, c'est régénérer les nouvelles expertises. Juste pour terminer, tu parlais à la fin de management et de stratégique. Pour assurer le succès d'un DKCP, et en particulier sur la phase P, pour que derrière, il y ait des projets qui soient lancés, il faut que la conviction et il faut que ce qui sort du DKCP soit porté à haut niveau. Donc, il faut qu'il y ait un sponsor qui soit suffisamment à haut niveau pour pouvoir aller faire cheminer dans l'entreprise des propositions qui sont en rupture, donc qui, dans un certain niveau, en fait, gênent l'entreprise. Sont différentes des façons de faire d'habitude, et donc il y a besoin d'aller, d'avoir du sponsorship pour pouvoir porter des projets qui portent encore une phase d'inconnu, donc les protéger, et en même temps qui permettent d'être portés auprès des projets, auprès des autres décideurs, parce qu'ils sont différents d'habitude. Voilà. Merci beaucoup, Éloi. Et il nous reste un petit peu de temps. Enfin, moi, je suis pas à 5 minutes à 13h, mais on avait prévu de 12 à 13, donc on va quand même prendre le temps d'échanger. Alexandra, est-ce qu'il y a des questions dans le fil, au moins quelques-unes? N'hésitez pas à poser des questions dans le fil, hein, ceux qui en ont. Après, on n'est pas si nombreux, mais je pense que c'est mieux d'avoir les questions dans le fil, sinon on va prendre une question ou deux et puis c'est tout.
Oui, on a quelques questions. On vous invite effectivement à les noter dans le chat plutôt qu'à essayer de tous activer, désactiver les micros en même temps, ce qui rendrait l'expérience peu agréable. Je pense qu'on a tous l'habitude de ces réunions en ligne. On a une première question qui nous interroge sur l'essor évidemment des IA génératives et est-ce que finalement ces IA ne sont pas un concurrent pour la théorie CK ou comment est-ce que tu penses leur complémentarité, à quel moment est-ce on pourrait utiliser l'IA dans un processus CK? D'accord. Merci pour la question. C'est évident que ça sert. On a essayé, hein, bien sûr. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si vous essayez juste de prompter, ça donne pas grand-chose. Il ne trouve pas les solutions innovantes. En revanche, si vous entraînez l'agent en lui faisant lire des passages de mon bouquin, ça marche très bien. Alors, ça marche très bien. Ça pose les problèmes généraux qu'on a avec l'IA, c'est-à-dire à quel degré on a envie de rester maître à bord. Ok. Si ça passe pas par votre cerveau, c'est dommage. Donc on fait tout ça en général, c'est pour que ça s'approprie, c'est pour le vivre, c'est pour qu'il y ait euh, un travail réel là-dessus. Et l'autre chose, c'est que c'est pas une concurrence avec CK. CK, c'est une axiomatique du raisonnement. Donc, y compris CK pourrait, si on arrivait à mieux savoir complètement ce que fait une IA quand elle raisonne, CK pourrait modéliser ce que fait l'IA, puisqu'elle modélise tout raisonnement de conception. Donc, c'est pas une concurrence entre CK et IA, c'est une concurrence entre utiliser une IA générative euh, pour faire à l'IA ce qu'on fait à la main, entre guillemets, en DKCP. Alors, on a essayé. C'est totalement bluffant sur la liste des connaissances cœur exotiques. Il est tout à fait capable, mais parce que c'est normal, les IA ont des logiques de propagation statistique qui font qu'elles vont être capables, vous montez la température, vous avez des connaissances plus exotiques, vous la baissez, vous avez des connaissances moins exotiques. Et puis en phase C, ça marche aussi, il est capable de vous générer des concepts, il ne le fait pas forcément avec des post-it et tout, mais il vous sort des trucs, vous ne savez pas trop d'où, mais c'est assez convaincant en réalité. La question devient, qu'est-ce que c'est qu'une chimère dans l'espace C? Vous voyez. Euh, les propositions de C sont des chimères. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer la performance de l'IA en disant il y a des erreurs, c'est des chimères, puisque par définition en C, on est là-dedans. Et donc, quelles compétences il faut avoir pour évaluer si l'IA vous propose un conseil de projecteur intéressant ou pas? Là encore, on pourrait dire, bah, il n'y a pas de problème, les conseils de projecteur, bah, on regarde si c'est intéressant, où est-ce que ça nous mène, etc. Donc, oui, après, c'est la décision qu'on prend ou pas de s'en servir et jusqu'à quel point. Et puis, enfin le, comment dire, ça repose plus globalement la question de comment on s'en sert, quelle expertise il faut pour, je me répète, mais c'est important, rester un peu maître à bord. Euh, voilà, donc à suivre, hein. Mais oui, ça peut, dans l'idéal, ça assiste, ça rend encore meilleur. Dernière chose quand même, il y a un effet de classification qu'on a pour tous usages des IA génératifs, c'est qu'une fois qu'il vous donne une liste de concepts ou une liste de connaissances exotiques, vous êtes moins bon pour en imaginer d'autres parce que ça vous fixe sur un classement qui a l'air un peu cohérent, donc faut se méfier de ça. Puis il faut peut-être un peu penser aussi à la planète et à pas utiliser trop abusivement les IA génératives, mais ça c'est un problème plus général, c'est pas un problème lié à ça. Donc il y a des travaux à mener, on est en train de réfléchir à des protocoles expérimentaux IA contre humains euh, pour voir. Moi je vais modifier mon cours à la rentrée où ils vont faire d'abord à la main, puis ils vont faire par l'IA et puis on va comparer ce que ça donne. Voilà, donc en tant que chercheur, c'est logique qu'on aille dans l'expérimentation. Voilà, mais il y aurait tout un débat à avoir, hein, mais je m'arrête là pour laisser un peu de temps pour d'autres questions éventuellement. On a effectivement une deuxième question, plutôt sur l'argumentaire cette fois. Comment est-ce qu'on pourrait convaincre les dirigeants de petites et moyennes entreprises de la pertinence d'utiliser une telle méthode qui est souvent plutôt perçue comme réservée aux grandes entreprises? Bonne question. En fait, évidemment, la méthode, elle s'applique à toute situation de conception, donc il n'y a pas de raison a priori que telle ou telle entreprise soit moins dans la cible. Donc il y a une question générale derrière ça de petites entreprises et moyennes entreprises qui ont moins accès aux formations continues, aux formations tout court, etc. Enfin, elles sont moins là-dedans. Euh,
Nous, on a quand même quelques expériences avec des boîtes petites ou moyennes, hein, de quelques dizaines ou quelques centaines d'employés. Et après, je dirais que c'est une question de bouche à oreille, est-ce qu'on arrive à discuter avec la personne, est-ce que c'est le moment? On a fait des ateliers avec mes étudiants pour Maison Berger, par exemple. C'est une société qui fait des lampes à catalyse et qui diffuse du parfum. C'est pas une grosse entreprise, hein. Et simplement, il se trouvait que par hasard, je connaissais le nouveau patron qui est venu me voir en disant, ben, on voudrait dépoussiérer un peu la gamme et avoir une opération type DKCP sur l'ensemble des activités de Maison Berger par rapport aux lampes à parfum. Et on a fait une mission. Donc, voilà, je dirais que c'est pas plus spécifiquement difficile de convaincre les dirigeants des petites et moyennes boîtes. En revanche, la difficulté qu'on a, c'est que ça peut être perçu comme sophistiqué, puissant mais sophistiqué. J'ai des étudiants qui sont très bien formés, ils sont pas ceinture noire en sortant du master, mais ils sont quand même ceinture orange ou verte, on va dire. Et des fois, là où ils arrivent, on leur dit non, non, mais c'est trop compliqué ton truc. Nous, on fait du double diamant ici et c'est très bien. J'ai rien contre le double diamant, hein. Mais voilà, la méthode elle-même, par compagnonnage, c'est pas évident. Donc, je verrais plus une barrière là qu'une barrière spécifiquement sur le fond par rapport à la taille de la boîte. Je voudrais rajouter quelque chose, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience sur comment ça se passe dans une petite et moyenne entreprise, mais en tout cas, c'est des entreprises qui ont peu de moyens pour pouvoir développer une expertise. Donc, parce que clairement, ces cas, ce n'est pas pour trouver des bonnes idées, c'est pour piloter du développement d'expertise. Voilà. Et pour ça, je pense qu'un dirigeant de petite ou moyenne entreprise devrait être assez attentif sur, ben, en fait, avec ces cas, on va vous dire c'est quoi les menaces principales par rapport à votre expertise et où vous devriez développer, quel est le chemin avec lequel vous devriez, quelle est la martingale de développement de vos expertises, en fonction des concepts que vous voulez atteindre. Parce que voilà, les concepts accessibles le sont en fonction des expertises qu'on a. Alors, quand on fait des brosses à dents, c'est-à-dire que la question de l'expertise ne se pose pas. Quand on fait de la deep tech, là, clairement, le sujet est profond. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alexandra? Oui, on a une autre question donc, qui fait certainement plus référence à l'expérience que tu as menée avec la SLA. Ouais. Et donc, qui nous indique si CK est une axiomatique du raisonnement et qu'on est dans le champ du médical, comment articuler la place du patient, de l'expert et des partenaires pour avoir finalement un croisement des savoirs scientifiques, professionnels et expérientiels du patient. D'accord. Il n'y a strictement aucun problème. Il se trouve que nous, sur la SLA, volontairement, c'était cause et mécanisme de la maladie. Et donc, on n'est pas allé vers l'aide aux patients, par exemple. Mais je n'oublie pas, et l'AFM l'a bien montré, que les patients eux-mêmes, en s'organisant comme concepteurs innovants, du coup, bah, ils peuvent contribuer aussi. Parce que ils vont noter un tas de trucs, ils vont témoigner, ils vont s'observer étant malades, etc. Donc, oui, on peut très bien imaginer des ateliers de conception innovante dans la recherche médicale qui combinent tous ces savoirs-là. CK ne fait pas d'hypothèse a priori ni sur la nature des objets, ni sur la nature des savoirs. Il suffit qu'il y ait des concepts et des connaissances, et puis ça fonctionne. Et au contraire, les patients sont souvent des faux candides, un peu comme dans mon exemple du cerveau actif, par exemple. Euh, donc aucun problème. Il faut juste que, voilà, nous, c'était pas l'angle d'attaque sur cet atelier-là. Et effectivement, ces cas invitent très vite dans le champ des cas, est-ce que finalement on a mobilisé des cas à 360 degrés sur notre sujet, les utilisateurs, les patients, les technos, les compétences, les simulations, voilà. Est-ce qu'il y a encore, on a le temps de prendre quelques autres questions, si, s'il y en a. On a une autre question. Je suis pas certaine de la. Je suis désolée, je suis pas certaine de la comprendre, donc je vais la lire.
Est-ce que vous avez envisagé des méthodes de capitalisation des DKCP? Est-ce qu'il y a déjà des enseignements, des éléments qui feraient consensus et qui fonctionnent dans n'importe quelle recherche? D'accord. Euh, oui et non, c'est-à-dire on a une capitalisation naturelle à l'expérience. Voilà, dans mon bouquin, il y a 20 ans d'expérience, ok? Donc on prend conscience des choses, on note des régularités. Ça vous a peut-être paru simple, j'espère, et puissant, j'espère encore plus, cette idée de, on constate qu'il y a une propriété d'un nouveau genre et on réalise qu'on est capable d'inventer des propriétés du même genre, même quand on ne sait pas qualifier le genre dont on parle. Il m'a fallu un peu de temps avant de dire ça comme ça. D'accord? Euh, voilà, mais c'est ce qui est bien dans l'expérience, c'est qu'on se dit, tiens, j'ai peut-être sorti un ou deux trucs simples à partir de tout ça. Euh, Ça vaut le coup de regarder la thèse de Dominique Laous, parce qu'à la SNCF, ils en ont fait plus de 100 des labs des KCP. Et donc, dans sa thèse, il y a une forme de capitalisation un peu différente, hein, qui n'est pas systématique. On n'a pas pour l'instant trouvé le temps ni l'intérêt de, 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 j'allais dire de tout coder pour chercher des régularités, des invariances et faire des calculs statistiques. Euh, on a plus envisagé de créer une espèce de groupe de retour d'expérience autour de tout ça pour mutualiser un peu. En particulier, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'avoir des retours sur finalement, est-ce que tout ça a donné lieu à des projets concrets. Euh, Moi, quand des clients, des missions de mes étudiants me disent, comme l'autre jour, par exemple, la CNP, la Compagnie d'assurance, ils me disent, bah, on a craqué deux des propositions, craqué au sens, on les a prises et on les a travaillées et on les a appliquées. Et ben voilà, on prend au sérieux ce que tu évoquais, Éloi, sur la phase P, hein, et des fois, il faut une phase P prime. Parce qu'il y a encore du boulot entre la phase P et le fait que l'idée, la proposition se trouve suffisamment préalignée et travaillée pour rentrer dans les agendas qui vont bien, y compris les contraintes cognitives de ceux qui ne savent raisonner qu'en taux de retour sur investissement classique, par exemple. Donc, il y a toute une culture de l'exploration aussi qu'on favorise à travers tout ça et qui n'est pas très, très répandue. La plupart des gens sont en mode projet. La plupart des gens adorent sauter directement à des solutions. Or, des KCP est fait pour suspendre ce moment le plus longtemps possible. Donc, il faut monter haut pour éclairer loin, mais il faut prendre le temps de monter haut. Hein, moi, j'ai vu des jeunes consultants d'un cabinet dont je ne citerai pas le nom, mais qui arrivaient, qui faisaient en gros, mettez vos idées sur post-it, voilà le thème, mettez vos post-it au mur tous en même temps, votez pour vos 5 préférés et on va bosser là-dessus. Bon, bah ça donne rien en fait. Ça donne éventuellement un moment de convivialité sympa, mais, euh, mais c'est tout. Hein. Donc tout ça derrière, vous sentez bien, c'est ce que j'ai essayé de faire passer, qu'il y a de la profondeur et de l'expérience de raisonnement. C'est une gymnastique assez particulière, mais la plupart des gens que je connais qui ont essayé et qui s'y sont mis sérieusement, y arrivent très bien. On complète ses compétences. Le régime de conception innovante, c'est à mettre à côté du régime de conception réglée, c'est pas à la place. Euh, voilà quelques éléments de réponse sur cette question-là. Et je voudrais compléter en témoignant du fait que l'ouvrage, en fait, j'aurais adoré avoir ton ouvrage, Albert, au moment où on a démarré ces deux DKCP chez Renault, parce que, en fait, précisément, tu nous apportes plein d'exemples et un guide méthodologique précis sur chacune des phases, les choses trappes, pourquoi, et les conseils. Donc, voilà, moi, ce que je trouve, c'est que on a tous la conviction que CK, c'est extrêmement puissant, mais là, on a un guide méthodologique concret avec beaucoup d'exemples pour pouvoir se projeter et pour pouvoir le mettre en pratique dans nos entreprises. Donc, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on considère qu'il est 13h05 et que tout le monde a faim? Alors, il n'y a pas d'autres questions et puisqu'il est effectivement 13h05, si toi, Albert et Éloi n'avaient pas d'autres compléments, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Juste un mini mot de la fin, donc du coup, merci pour votre attention. J'ai aperçu une de mes étudiantes qui me disait où est-ce qu'on peut trouver le livre. Alors, il n'est pas en pile dans les relais à l'aéroport, hein, malheureusement, mais aux Presses des Mines, vous pouvez le commander en ligne ou chez votre libraire préféré ou éventuellement sur Amazon si vous n'avez pas d'autre solution. Hein, voilà, et vous pouvez l'acheter en PDF aussi. Ça peut être pratique. J'ai quelques collègues à l'étranger qui ont du mal à se le faire livrer dans leur pays et en PDF, ça fonctionne. Et puis à votre disposition pour en parler plus avant, évidemment. Peut-être que c'est juste le début
d'une discussion. C'est enregistré, donc on vous rediffusera l'enregistrement et on le mettra aussi sur le site du Cercle de l'innovation, hein, histoire que ça puisse profiter au plus grand nombre. Et puis nous, on continue à tester la méthode sur différents types d'univers. Je vous donne juste un mini exemple. Je l'avais déjà fait une fois ou deux, puis là j'ai une nouvelle demande d'entreprises qui ont des systèmes de boîtes à idées en quelque sorte et c'est bien organisé maintenant les boîtes à idées, hein. Mais elles vont se retrouver avec 50, 80, 100 propositions. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Vous voyez? Et donc la génération des idées, elle a déjà eu lieu. Et avec une inspiration des KCP, une inspiration, hein, nous on est chercheurs, on fait du sur-mesure à chaque fois, eh ben, on va se demander comment on va organiser, cartographier toutes ces idées au sein d'un arbre conceptuel un peu étagé, un peu hiérarchisé, et comment ça va fournir une infrastructure pour inspirer les explorations complémentaires. Voilà, donc il y a plein de trucs qu'on peut faire avec tout ça. Et encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt, j'espère.